Salut les pirates, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors aujourd'hui on va parler d'amour, d'imagerie cérébrale, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est amoureux, quand on est bien avec quelqu'un, quels sont les neurotransmetteurs qui fonctionnent. Aujourd'hui on va parler de ça et on va être patient parce que c'est la semaine de la patience. J'ai sorti une formation hier qui s'appelle Comment améliorer sa patience. C'est une arme essentielle dans la vie de tous les jours et si on est un conjoint en crise, évidemment, hein, c'est un peu comme de l'acide, un morceau de fer dedans et petit à petit la patience va ronger le fer et donc si le fer, c'est le morceau de fer, c'est un problème, hop, la patience va venir à bout de ce problème et le temps aussi. On fait le live pour parler de cette formation, comment améliorer sa patience, vendredi à 19h. Hein, vendredi à 19h, le live, comment améliorer sa patience. En attendant, on va parler d'amour, de neurosciences. Ouais, moi j'aime bien. Les expériences d'imagerie du cerveau nous montrent que l'amour romantique, hein, comme l'amour parental aussi d'ailleurs, est caractérisé par une baisse d'activité dans les parties du cerveau associées aux émotions négatives, au jugement des intentions et des émotions de l'autre. C'est particulièrement vrai pendant la crise existentielle. Bruno, qu'est-ce que tu dis? Bon, non, pas du tout. C'est pendant la lune de miel, effectivement. Donc pendant la lune de miel, et c'est comme un peu avec ses enfants, on a une baisse d'activité dans les parties du cerveau associées aux émotions négatives, au jugement des intentions, aux émotions de l'autre. Les parties du cerveau qui commandent le discernement, hein, sont mis en veilleuse pour ne pas juger trop sévèrement ses enfants ou son petit chou qu'on appelle le pansement aussi. Donc quand on est en amour, comme disent nos amis québécois, bonjour je se lis, bonjour à je se lis, on articule mon nom, oh, il est pénible ce nom. Il faut savoir que finalement il y a un véritable feu d'artifice de neurotransmetteurs qui modifie l'état du cerveau. Et ce feu d'artifice est modifié pendant l'état amoureux. Hein, c'est pour ça que vous allez devoir, si votre conjoint est en crise, faire ce qu'il faut en fonction de la méthode avec bien évidemment l'humour et le badinage pour retrouver ce cocktail de feu d'artifice de neurotransmetteurs. Sinon, vous n'aurez pas cette fameuse libération d'endorphine qui est responsable du plaisir, notamment du plaisir à être ensemble. Comment dirais-je, ce feu d'artifice de neurotransmetteurs induit également des grands sauts d'humeur au début de la relation. Donc vous voyez que crise existentielle plus pansement égale montagne russe, top et down. C'est ce que je vous explique dans mes coachings, ce que j'explique dans les formations. Oui, tiens, que j'y pense, coaching et formation, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien, il suffit de cliquer dessus. Oui, je vous explique que le top et le down est un des principes de la crise existentielle, et quand il y a pansement, c'est encore plus fort. Pendant le suivi des coachings, vous savez que vous avez droit à 2 semaines de suivi par écrit, par WhatsApp notamment. Ben, vous me dites oui, mais aujourd'hui mon conjoint il est en crise, aujourd'hui il m'a dit ça, aujourd'hui oui, ben oui, il y a des tops, il y a des downs, et puis des fois vous dites ouais, c'est bien, ça revient, ça revient. Oui, mais attention, il va y avoir encore des downs. C'est comme ça, et puis si vous restez en rock, hein, si vous ne bougez pas, au bout d'un moment, eh bien, il va y avoir votre conjoint qui va revenir forcément, car toute crise existentielle se termine. Mais effectivement, les sauts d'humeur en début de relation sont importantes, car on va passer de l'euphorie au désespoir. Hein, si le pansement est en retard, s'il oublie votre anniversaire, s'il oublie, ça y est, on est perdu, et on va le faire payer à son conjoint, voire à ses enfants parfois. On explique aussi l'élévation du taux de dopamine, hein, car ça explique l'élévation de ce taux de dopamine, notre focalisation sur le petit chou, sur le partenaire, sur le pansement, et on a tendance au départ, pendant la lune de miel, à voir en lui un être unique. Hein, c'est juste un biais du cerveau, hein, c'est juste cognitif, ça va passer. Le problème va résider effectivement que dans le fait, comment dirais-je, lors d'émission des dopamines et d'endorphines, hein, c'est lié à la grande nouveauté. Donc quand la lune de miel va se terminer, parce qu'il n'y a plus de nouveauté. Dans la prochaine formation, je vais vous apprendre à cette histoire de nouveauté, à bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau.
Et donc après un certain nombre de rencontres, vous allez observer un tassement de l'effet euphorisant sur le pansement. Donc finalement, la personne en crise est comme quelqu'un, comme une droguée ou comme un drogué. Et donc il a besoin de plus en plus de doses finalement pour sa libération d'endorphine. Et le pansement, qui est généralement un être mal construit, hein, qui va chercher quelqu'un qui est déjà en couple, etc., ne peut plus le lui donner. C'est pour ça que les relations pansement se terminent au bout de quelques temps. Le bonheur dans le couple, dans la phase 2, se diminue au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on rentre en phase 3, notamment au niveau d'une crise existentielle, parce que l'effet de nouveauté n'est plus là, hein, ce qu'on appelle l'effet Coolidge. Donc vous avez dans la formation notamment les règles de fonctionnement du couple, comment faire en phase 2, mais en phase 3 et en phase 4 aussi, pour finir finalement à créer, hein, cette sécrétion de dopamine et de sérotonine. Comment alors peut-on expliquer les unions qui redémarrent et les unions qui passent en phase 4, hein, c'est ce que vous cherchez avec cette méthode, et si vous l'appliquez et que vous êtes patient comme dans la formation de cette semaine, eh bien il y a des chances que vous réussissiez. Donc pour ceux qui passent en phase 4, il va falloir travailler encore sur l'apprentissage de ce qu'on appelle la complicité. Et là, ce n'est plus la dopamine, la sérotonine, mais c'est l'ocytocine, hein, qui va inhiber justement l'installation de la tolérance. Et on va passer alors, de la dopamine à l'ocytocine, hein, qui est une hormone forte d'attachement. Ça, c'est en phase 4. Et vous allez vous bagarrer finalement entre ocytocine contre dopamine avec le petit chou, avec le pansement. Effectivement, au départ, c'est la dopamine qui gagne. Et sur le long terme, c'est toujours l'ocytocine. On sait que cette hormone, l'ocytocine, ne se cantonne pas d'ailleurs à la coordination de la naissance et à l'allaitement. On en a beaucoup puisque ça favorise l'amour pour les enfants. Alors d'ailleurs, paradoxalement, bien sûr, l'ocytocine est produite au moment de l'accouchement par le corps des femmes, au moment des contractions, hein, pour accélérer l'accouchement, mais elle intervient aussi dans le cerveau des hommes, hein, pour qu'il y ait ce sentiment d'attachement et promouvoir la sécurité du couple pour que les enfants puissent se grandir en paix et en famille. Ouais. C'est bien foutu la nature quand même, hein, parce qu'on sait que quand les enfants ne vivent pas dans la famille, eh bien, ils ont beaucoup plus de problèmes et il y a moins de chances qu'ils survivent à l'origine. Aujourd'hui, bon, ils survivent quand même parce qu'il y a des soins, etc., mais à un prix lié à la souffrance psychologique. Bon, quand on est en crise, effectivement, on ne veut pas entendre ça, mais malheureusement, c'est une réalité, et je vous ferai des vidéos aussi, peut-être même des formations là-dessus sur les enfants. Je pense que dans quelques semaines, ça va arriver. Alors les odeurs aussi vont jouer une part importante, puisque les gènes produisent toutes sortes de protéines qui ont une influence sur l'odeur du corps, hein, ça on le sait bien aujourd'hui en neurosciences. Et donc une part inconsciente de la communication va se faire par l'olfactif. Je ne le sens pas, vous me dites souvent. Je me sens pas là en ce moment, ou je le sens pas, ou je la sens pas. Donc vous avez les neurones miroirs, hein, vous allez transmettre vos émotions par les neurones miroirs, mais aussi par les phéromones. Donc on a pu constater en neurosciences qu'une aversion olfactique dans les couples père-fille ou frère et sœur, ce qui donne au sens de l'odorat une importance dans le refus de l'inceste. Et ouais, pas mal foutu la nature, hein. C'est pour ça que quand on est en crise et qu'on lutte contre la nature, eh bien on se prend des portes. Donc on va comprendre mieux aussi l'étonnement qui saisit le conjoint en crise avec la personne qui est pansement ou petit chou. Car au début de l'histoire, ils sont là, ils réalisent avoir les mêmes goûts, oh trop bien, on fait pareil, tu me comprends, tu m'entends, etc. Souvent c'est juste une question d'odorat, hein, le fait que d'aimer tous les deux les carottes peuvent expliquer effectivement qu'ils sont séduits mutuellement par l'odeur des navets, mais aussi par l'odeur corporelle de l'autre, puisque c'est fait pour se reproduire. Donc on croit qu'on est amoureux de l'autre, mais comme leur relation pansement n'amène pas généralement à des enfants rapidement, eh bien cet effet de lune de miel ne fonctionne pas longtemps.
Lorsque deux personnes amoureux de lune de miel, de fraîche date, par exemple, vont déjeuner ensemble, ils vont surproduire tous les deux une enzyme qui va digérer la cellulose de la carotte, par exemple, hein, à cause de ce gène commun. Et l'odeur que la personne va trouver irrésistible chez l'autre va vous rappeler votre propre odeur, et c'est pour ça qu'on va croire que l'autre est notre âme jumelle, notre âme sœur, etc. Et c'est pour ça que les amoureux de fraîche date vont souvent au restaurant ensemble, au déjeuner ensemble, et il y a cet effet phéromone. Au moment de l'ovulation chez la femme, il y a cet effet d'odorat qui est encore plus important, puisque c'est le moment où on va reproduire, donc on cherche le gène complémentaire. Donc au moment de l'ovulation, si votre épouse est en crise et qu'elle ne peut pas voir petit chou parce qu'il y a confinement, je ne sais pas quoi, eh bien on devient en down, on est malheureux, on tape des pieds. Donc en neurosciences et en neurobiologie d'ailleurs, on reconnaît la liaison qui est privilégiée entre le sens olfactif et les fonctions inconscientes du cerveau, et c'est dû à un dispositif anatomique qui permet à l'information olfactique d'atteindre le cerveau le plus ancien, on va dire, par l'intermédiaire de 2 relais. Donc au lieu de 3 d'habitude, donc ça va directement dans l'inconscient, et les messages olfactifs sont envoyés directement dans des zones du cerveau qui sont liées aux émotions. C'est pour ça que au départ, on est sensible aux émotions, mais que lorsqu'une relation est virtuelle, elle reste dans la tête, et lorsqu'on voit véritablement la personne, souvent on est déçu de son comportement parce qu'on l'a fantasmé, mais souvent parce que l'odeur ne correspond pas. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous voulez séduire quelqu'un virtuellement, demandez-lui qu'elle vous envoie ou qu'il vous envoie. Ça se faisait à l'époque, un mouchoir avec son odeur, vous verrez si vous êtes ému ou pas. Les animaux font ça aussi, ils vont se sentir véritablement pour savoir s'ils sont compatibles ou pas. Alors, les phéromones, on les trouve dans la transpiration, on les trouve dans les urines, dans les selles, etc. Et on les trouve surtout sur la peau. Elles sont parfaitement inodores. Pour beaucoup d'espèces animales, d'ailleurs, elles vont réguler la vie en société. Donc les phéromones vont se libérer à partir du sébum, donc comme pour la plupart des glandes qui le sécrètent, sont au niveau du cuir chevelu. C'est pour ça que les petits choux, on les sent... on sent la face, le cou, la lèvre supérieure, on sniffe comme ça parce que inconsciemment on a un échange de messages phéromonaux. Donc il y a une grosse différence d'ailleurs entre les voies suivies par les neurones phéromonaux et les neurones olfactiques, c'est pas les mêmes zones du cerveau. Les neurones phéromonaux ont pour destination des zones dans l'hypothalamus, impliquées dans la reproduction notamment. Donc la lune de miel peut effectivement être une histoire de phéromones, une histoire de reproduction, et comme généralement l'histoire précédente n'est pas terminée et on n'a pas de deuil, il n'y a pas d'enfants qui vont naître tout de suite, en tout cas de la relation, c'est pas possible, et donc la lune de miel diminue rapidement au bout de quelques mois ou quelques semaines parfois, mais voire même de quelques jours, quand les personnes se voient souvent. Alors, est-ce qu'il y a un temps limité pour tomber amoureux? Combien de temps on peut durer la lune de miel? C'est la question qu'on me posait souvent en coaching. L'amour lune de miel, l'amour passion, le petit chou avec, vous savez, les messages sur lesquels vous tombez sur votre téléphone, je t'aime, t'es mon âme sœur, bisous bisous. Il va impliquer cet amour lune de miel, là, il va impliquer l'état d'euphorie qui peut durer entre 18 et 36 mois, quand il y a enfants qui sont en cours, puisqu'il faut attendre que c'est fait pour attendre que les enfants soient autonomes. Donc dans une approche assez traditionnelle, quand on est un vrai couple, pas un couple pansement, eh bien c'est le temps où on fait la connaissance, on prend son temps, donc le cerveau est en possession de toutes les informations nécessaires pour déclencher le processus amoureux. Quand le processus se déclenche avec le voisin de bureau, avec le prof de gym, etc., c'est juste un pansement parce que j'ai un mal-être et j'ai besoin de me sentir connu.
Au bureau, généralement, on se fait plein de compliments sur des trucs professionnels, donc on pense que c'est pris pour soi. Au club de gym, c'est pareil, on dit ouais, super baby, t'as bien fait tes exercices, etc. Et donc on croit que l'autre nous aime, entre guillemets, et c'est pour ça que la relation démarre. Euh, Si on n'est pas sensible aux stimulus chimiques de l'autre, ça peut ne pas fonctionner, mais en général, la gentillesse, l'humour et l'intelligence peuvent suffire hein, quand on a besoin juste d'un pansement. Sinon, si c'est pour une vraie relation, ça ne suffit pas, hein, ce serait juste un pansement. Il faut qu'il y ait autre chose de plus fort, et notamment le désir de faire des enfants ensemble. Alors, est-ce qu'il faut acheter des flacons de phéromones sur Internet? On les trouve pour faire revenir votre conjoint en crise. Ouais, ça se vend sur Internet, les flacons de phéromones. Alors, on sait que finalement, la réalité de l'attraction des phéromones mâles sur les femmes existe bien. Hein, elles sont privilégiées d'ailleurs dans des endroits précis du corps. D'ailleurs, les paysans utilisent les phéromones depuis longtemps dans la reproduction animale. Mais bon, voilà, c'est pas sûr que c'est plus compliqué que ça de faire revenir votre conjoint avec un flacon de phéromones, mais vous pouvez essayer, hein, de toute façon, c'est amusant. Alors, est-ce que finalement, vous allez revenir ensemble parce que vous vous ressemblez beaucoup? Eh ben, oui, ouais. Plus vous allez plus vous vous éloignez pendant la crise parce que vous vous disputez beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de conflits entre vous. En revanche, on dit parfois que les contraires s'attirent, et on remarque que chez les couples ont une tendance d'ailleurs à choisir un partenaire qui a des similitudes physiques, culturelles et sociales. Et vous voyez souvent que vous êtes assez bien marié entre guillemets avec votre conjoint si vous êtes là depuis longtemps, et que le petit chou, le pansement que l'on prend est généralement plus jeune ou ouais, souvent plus jeune d'ailleurs, et qui est culturellement différent. Souvent c'est un galérien, c'est une galérienne, c'est quelqu'un qui est à l'opposé. Donc les études scientifiques qui sont faites à partir de constatations de médecins et dans différents pays montrent qu'effectivement on s'entend bien sur le long terme. Quand on se ressemble, si on est trop différent, ça ne marche pas. Donc on a même mesuré certains paramètres comme la taille, les parties du corps, le métabolisme, la personnalité, la susceptibilité, les maladies psychiques, l'intelligence, etc., etc., les nombres d'années passées à l'école. Et finalement, les couples qui vont durer se ressemblent bien plus que deux personnes prises au hasard dans la rue. Ah, donc souvent on prend un petit chou opposé, mais ben, ça ne fonctionne pas beaucoup. On a même pris des mesures comme le taux de cholestérol, la pression sanguine, etc. Et on s'est aperçu que cette sélection des caractères communs est finalement très, très prédictible de la durée de vie d'un couple et de sa création d'ailleurs. On appelle ça d'ailleurs en neurosciences l'accouplement assortatif. Assortatif, assorti, assortatif, c'est comme ça. Donc vous voyez, quand on parle un peu de science, ben ça nous fait réfléchir, et j'espère que ça va vous donner un coup de boost, hein, mes pirates adorés. Donc la théorie de l'évolution va nous enseigner aussi que plus les gènes sont différents, plus on a tendance à avoir des descendants en bonne santé. Hein, mais la nature est bien faite, et finalement, si on retient des traits de personnalité, de métabolisme ou d'odeur semblables aux nôtres, eh bien finalement la nature fait bien les choses, parce que on va aussi aimer les gènes différents qui sont liés à l'immunité. Et là, c'est une odeur différente, c'est un autre mécanisme qui devient souvent irrésistible. On a fait des tests d'odeur sur des t-shirts représentés à une centaine d'hommes et de femmes, et l'expérience a montré que les sujets choisissent le vêtement dont l'odeur était la plus éloignée d'eux au niveau du gène HLA. Donc la nature, on ne peut pas lutter contre. Hein. On peut dire mais moi je suis différent, moi je veux la liberté, etc. Finalement, le libre arbitre, il est assez mince finalement. Alors bien sûr que ça nous saoule un peu surtout quand on est en crise et qu'on dit qu'on n'a pas forcément de libre arbitre, et que la nature est plus fort que nous. On aimerait être plus fort que la nature, un peu comme les ados. On se croit, quand on est ado, immortel, hein, quand on est en crise existentielle aussi.
Mais finalement, on s'aperçoit que l'amour, l'amour le vrai, l'amour romantique est bâti pardon, finalement sur les mêmes bases que l'amour entre un enfant et de ses parents. Donc ça, c'est la lune de miel. Et qu'ensuite, effectivement, ce sont le fait que l'on va ensemble pouvoir construire des choses, qu'on va répondre à ses besoins, qui vont faire qu'on va rester ensemble. Hein. Donc il y a une partie de lune de miel qui est tout à fait différente de la partie 2 du couple, de la partie 3 et de la partie 4. L'un, c'est hormonal, hein, et ensuite, c'est comportemental. Donc c'est pour ça que les relations de pansement ne fonctionnent pas beaucoup et ne passent pas la phase 2 en général. Donc le cerveau humain peut se modifier d'un instant à l'autre. Hein. Vous savez que nous avons un cerveau plastique et que si vous êtes patient et que vous travaillez votre patience comme dans la formation de cette semaine, vous aurez de plus en plus comment dirais-je, de chances de retrouver votre conjoint en crise et en tout cas de bâtir quelque chose de solide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aurez compris scientifiquement comment tout cela fonctionne. Vous voyez, c'est vrai que on n'a pas trop cette culture en Europe du couple de façon scientifique. On part plutôt sur de la psychologie et qui ne fonctionne pas. Donc vous êtes des pirates, vous avez les bonnes informations, vous avez les bonnes méthodes pour y parvenir. Il n'y a plus qu'à. Allez, vous savez qu'on est des pirates et qu'on en profite pour diffuser les bonnes nouvelles et les bonnes idées. On est bienveillant et on est positif, donc on met des pouces en l'air et on met des commentaires sur ces vidéos pour se soutenir et pour diffuser nos idées. Après, vous mettez les commentaires, après, nos idées seront diffusées. On se retrouve donc demain à 19h pour le live, vendredi. Nous sommes vendredi. Les formations, les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. Bruno, on se calme. Allez, on remet l'église au centre du village. Ça, c'est des private jokes de communauté. Si vous arrivez dans la communauté, vous comprendrez au fur et à mesure. Et puis Bruno Marshall, ça c'est un private joke aussi. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.